Jean-François Blondel, bonjour. Bonjour. Comment l'idée de cet ouvrage vous est-elle venue? Pour deux raisons différentes, mais complémentaires. La première, j'avais terminé deux ouvrages orientés plutôt sur la maçonnerie, alchimie, maçonnerie et compagnonnage, et je me suis dit, mais dans le fond, le rôle du vin dans la maçonnerie, on n'en parle jamais, et il a son importance en particulier au moment des agapes fraternelles. À quand remontent les premières traces archéologiques de l'existence du vin? Alors, les premières traces archéologiques seraient dans le Caucase. Dans le Caucase, justement, au fameux mont Ararat, où, selon la Genèse, Noé aurait, serait abordé avec son arche. Voilà. Donc, et justement, la Genèse parle de Noé, premier viticulteur de l'humanité. Voilà. Pourquoi Dionysos, dieu grec du vin, reste un dieu ambigu? En fait, Dionysos n'a jamais été un dieu de l'Olympe, comme certains autres dieux du panthéon grec. D'autre part, on lui rattache, on lui rapporte beaucoup de choses. C'est un dieu initiateur. On a dit qu'il est un petit peu celui justement qui apporte l'initiation. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille. C'est aussi le dieu du vin et en quelque sorte de l'exagération de l'absorption du vin, et parce qu'il faut savoir que le vin en fait a un rôle ambigu et un rôle, je dirais, binaire. Il peut être très bon ou très mauvais. Mais je rapporte une phrase que j'aime beaucoup attribuée à saint Thomas d'Aquin: l'ordre religieux du monde repose sur le vin. Et saint Thomas d'Aquin terminait en disant: il faut boire du vin avec modération, mais sans cesse, sans excès, car il est le seul à nous apporter l'ivresse du sacré. Alors, Bacchus, successeur de Dionysos, successeur chez les Romains, parlons un peu du vin romain et du terme que vous utilisez, poivreau. Est-ce que ça a une relation avec la qualité du vin? Alors, effectivement, il y avait, chez les Romains comme partout ailleurs, des vins de bonne qualité et des vins de moins bonne qualité, et certains étaient mélangés avec du poivre, pour peut-être rehausser un petit peu le goût. Le goût et peut-être aussi le degré alcoolique. Et alors, poivreau, d'après certaines traditions, viendrait de poivre. Voilà, du poivre que l'on mettait dans du vin. Mais les Romains, effectivement, ont été véritablement les précurseurs du travail de la vigne et de la préparation du vin. Ça, on leur doit entre autres, cette marque de civilisation. Vin et judaïsme. On peut dire beaucoup de choses sur le vin et le judaïsme. D'une manière générale, je dirais que le vin a toujours été présent dans la tradition judaïque, puisque selon ce que l'on rapporte, lorsque Moïse serait descendu du mont Sinaï, et que le peuple l'attendait, il aurait dit: je remercie Dieu de nous avoir donné la vigne et le vin. Donc effectivement, dès le départ, ensuite avec Abraham et donc tous les patriarches, le vin a été associé à l'autel des holocaustes lorsqu'on faisait un holocauste. Et puis aujourd'hui, dans la tradition donc judaïque chez les pratiquants, il y a le fameux kidouche du vendredi soir où le père remplit une coupe de vin, la boit, pas toute la coupe mais une partie, ensuite il la distribue aux autres membres de sa famille et après c'est le partage du pain. Donc le vin continue à avoir une importance grande dans le judaïsme. Est-ce pour approvisionner l'armée romaine que le vin s'installe en Gaule? Alors, certainement. C'est entre autres pour approvisionner l'armée romaine, mais il y a quand même une idée qui a germé derrière la tête des Romains, c'est que pour eux, en fait, on ne pouvait rendre civilisé un peuple que si on lui apprenait la culture de la vigne. Le premier endroit
en France, enfin la première région, c'est Narbonne. C'est Narbonne, dans le Narbonnais, où effectivement on a retrouvé les plus anciennes traces romaines du vin. Le du vin au Moyen-Âge et rôle des abbayes. Alors, le vin, on en buvait beaucoup. On dit près de 3,5 litres par jour. Alors, Mais c'est 3 à 4 fois plus que maintenant. Hein. 3 à 4 fois plus que maintenant. Alors, il y a à cela plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est que l'eau était totalement polluée. L'eau des mares, des sources était polluée. Et donc, la seule boisson hygiénique, entre guillemets, eh ben, c'était le vin. Alors, un vin qui n'était certainement pas très fort en alcool, un vin qui faisait peut-être de 8, 9 degrés, mais au moins qui avait le mérite d'être propre, de ne pas être pollué. Le vin et les abbayes, du vin au liqueur, on glisse sur l'alchimie et pourquoi pas sur le secret de l'élixir de longue vie. Racontez-nous un petit peu. Alors, effectivement, il faut savoir que toute la culture se trouvait chez les moines dans les monastères au Moyen-Âge. Les moines parlaient latin, le grec, on dit même certains l'hébreu. Donc, et puis toute la science des Grecs, c'était les moines des monastères, essentiellement les bénédictins et les cisterciens, mais aussi les chartreux, qui avaient hérité en quelque sorte de tout ce savoir. Et également, une chose importante à dire, c'est que après la disparition de l'Empire romain, ce sont les moines des monastères qui ont en quelque sorte, j'allais dire, sauvé la vigne et cette culture des Romains et qui ont continué donc la culture de la vigne et la fabrication du vin. Et du vin, non seulement du vin, mais également des liqueurs. Ils ont eu l'idée de mélanger avec l'alcool, de mélanger des herbes aromatiques, un certain nombre d'ingrédients. Top secret. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas la composition de la bénédictine, ni même de la chartreuse. Et en plus, il y a une parenthèse que l'on peut donner, c'est que les moines, certains s'intéressaient à l'alchimie, en particulier le fameux moine Basile Valentin, un moine d'Erfurt qui était un bénédictin, et dont les écrits ont été retrouvés au XVIe siècle, XVIe et XVIIe. Et ces moines, effectivement, on les taxait un petit peu d'alchimistes, et pourquoi pas un petit peu d'ersatz d'alchimie dans la fabrication de leurs élixirs, qui étaient également des médicaments, parce que les moines avaient aussi la fonction de soigner, et donc ces médicaments étaient peut-être aussi des élixirs de longue vie. Le compagnonnage et la maçonnerie. Compagnons et francs-maçons instituent la tradition des banquets. Quel est le rôle dans ces banquets, le rôle et le sens caché des santés portées lors de ces banquets? Alors, ça veut dire qu'on attribue au vin, en fait, une sorte de... C'est un acte magique, un petit peu. On attribue au vin un pouvoir magique d'être à la fois le vecteur de la bonne santé et en même temps, je dirais, de la communication, de la chaleur que l'on veut apporter à celui à qui on attribue cette santé. Compagnonnage. Alors, le compagnonnage. Dans le compagnonnage également, le vin avait une grande importance. Un arrivant, par exemple, un jeune apprenti qui arrivait, qui était sur le Tour de France, qui arrivait dans une auberge, il devait faire la bienvenue. C'est-à-dire, en fait, il devait payer à boire à tout le monde. Bon, ça, c'est le côté un petit peu anecdotique. Un usage extrêmement intéressant, c'est celui qui s'appelait boire l'âme d'un compagnon. C'était quoi, boire l'âme d'un compagnon? Raoul Vergès en parle dans l'un de ses romans. Eh bien, lorsqu'un compagnon mourait, on brûlait son carré, ce qu'on appelle le carré, c'est-à-dire son diplôme, en fait, l'endroit où on avait marqué toutes les villes où il était passé. Et donc, on le brûlait, et les cendres étaient mises dans du vin, dans une espèce de petite bassine où il y avait du vin, et chaque compagnon devait boire, en quelque sorte, un petit peu de ce vin. C'était boire l'âme d'un compagnon. Je trouvais ça très beau, moi. Très ésotérique, ouais. Oui, très ésotérique en plus, oui. Vous avez à la fin de votre ouvrage un glossaire que j'ai trouvé très, très intéressant. Alors, les différentes appellations, estaminet, guinguette, bistrot, comment on les différencie? Les guinguettes, pendant tout le XIXe siècle, c'était un petit peu des lieux de réjouissance où l'on buvait, où l'on mangeait, où l'on dansait, il y avait de la musique. Les estaminets également. Les bistrots. Alors, le bistrot apparaît depuis déjà un certain temps, au moins depuis le début du XIXe siècle. Le bistrot, ça a été tour à tour
un endroit où l'on consommait des boissons alcoolisées, où il y avait également un petit peu de la musique, où l'on se divertissait, mais à un moment donné ça a disparu, et ce sont les guinguettes qui ont récupéré le côté, je dirais, dansant, musical, et le bistrot ayant conservé uniquement son aspect, je dirais, restaurant ou lieu où l'on boit du vin. Jacques Chancel terminait toujours ses interviews par « Et Dieu dans tout ça ?» Et moi, je vais vous poser la question, Jean-François Blondel, et le grand architecte de l'univers dans tout ça? Alors, le grand architecte de l'univers dans tout cela, eh bien, on ne porte pas de santé, bien sûr, au grand architecte de l'univers. On reste dans le domaine du monde vivant, mais on peut penser que le grand architecte est derrière toutes ces santés et derrière toutes ces réjouissances fraternelles qui se produisent au moment de l'agapé, c'est-à-dire l'amour fraternel. Il est présent avec nous, et même si on lui porte pas de santé, eh bien il doit certainement se réjouir de voir ce qu'il voit au moment la fraternité s'exercer. Voilà, et l'égrégore de tous ces maçons qui sont attablés.